Chaque jour, quand tu prends ton service, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Donc dès qu'on a commencé à entendre que ça pétait au Stade de France, tout s'est enchaîné très rapidement. Il y a la famille qui regarde devant la télé, c'est très compliqué. Moi je pense qu'on a une belle police qui n'est pas forcément appréciée comme elle devrait l'être. Action! Bonjour à tous et bienvenue dans le Chotio. Philippe de Paris est un ancien opérateur de la BRI de Paris, la brigade de recherche et d'intervention. Avec la parution de son livre Les formes de l'ombre, il m'accorde cette interview, mais masquée et casquée pour des raisons de confidentialité. La BRI est un des plus vieux services de France. Créée en 1964 à Paris, elle lutte contre le grand banditisme et le terrorisme, en menant des enquêtes et en intervenant lors de crises majeures. Elle est la seule à avoir des fonctions judiciaires, alors que le RAID ou le GIGN n'ont qu'une mission d'intervention. Donc du coup, d'où vient cette volonté d'aller au cœur de l'action, de protéger son pays? Disons que j'ai toujours aimé un petit peu, tu vois, l'image du policier, du voleur quelque part. Et la police, ça m'a apparu quelque part comme une évidence parce que, d'après ce qu'ils me contaient, c'était finalement un métier qui avait la capacité de m'apporter quelque chose de nouveau chaque jour. Même si la thématique est la même, chaque jour, quand tu prends ton service, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. En plus, il y a une pluralité de disciplines dans la police qui est vraiment très intéressante. Celui qui veut faire du sport ou enseigner le tir, il peut faire FTIC. Celui qui veut faire de la moto, il y a la compagnie motocycliste. Celui qui veut faire maître chien, il y a maître chien. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de très très vaste. Et donc du coup, tu rentres à la BRI en 2016. Comment se passent les sélections du coup à l'époque? Alors, moi j'avais déjà passé les sélections quelques années auparavant et à l'époque je faisais partie de la brigade d'intervention. C'était une des composantes de la brigade anticommando parce que la BRI, lorsqu'elle se met en mode intervention pour évoluer sur des prises d'otages, des forcenés ou des événements comme 2015, elle actionne ce qu'on appelle la brigade anticommando. Ça va lui permettre de déclencher différents services qui vont pouvoir venir la renforcer. Lorsque j'ai eu mon concours de la police, le bouquin que m'a offert mon père, c'était les mémoires du commissaire Broussard. Alors, le commissaire Broussard, c'était un des commissaires emblématiques de l'unité. C'est celui qui a interpellé Mérine. Et je me suis dit, mais oui, ça c'est un beau service, c'est une belle opportunité, il faut tenter. Après les événements de 2015, il y a eu d'autres sélections, une passerelle, et j'en ai profité pour intégrer la BRI. Ouais, j'en suis fier, carrément. La BRI était en première ligne lors de la prise d'otage de l'Hypercacher en 2015. C'est également elle qui a neutralisé les terroristes lors de l'assaut du Bataclan. Philippe a vécu ces moments de terreur qu'il n'est pas prêt d'oublier. Les événements de 2015 qui nous ont tous marqués, forcément, parce que c'était assez intense. Et sur Paris, la BRI était compétente, la BAC était compétente. Donc dès qu'on a commencé à entendre par radio police, si je puis dire, que ça pétait au Stade de France, une explosion soit, deux, ça commence à faire beaucoup et après tout s'est enchaîné très rapidement. Donc tout le monde a fait ce qu'on appelle un retour service et pour se regrouper le plus rapidement possible. 2015 c'était vraiment particulier, donc forcément il y avait un peu de peur, il y avait de l'adrénaline. Ouais, c'était un sentiment particulier, effectivement. Comment ta famille elle les vit ces moments-là où tu leur dis aujourd'hui je vais partir en mission? Pour rentrer dans ce type de service, mais ça n'engage que moi. Il faut qu'il y ait une concertation avec la famille. Pourquoi? Parce que c'est des services qui sont très prenants en termes d'horaire, d'investissement personnel. Quand on a une famille, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour s'occuper de cette famille. Donc c'est finalement un autre travail d'équipe. 2015, l'Hypercacher, c'était médiatisé. Je vais être avec toi, j'ai pas pensé spécialement à ma famille parce que j'étais focalisé sur ce qui se passait. C'était déjà suffisamment compliqué comme ça. Mais après, vous savez qu'il va falloir gérer tout ça parce qu'il y a la famille qui regarde devant la télé et c'est très compliqué. Ouais. Mais est-ce que tu étais toujours transparent à 100% sur les risques avec eux? Ouais. Ah oui? Ouais. Tu sais, peut-être qu'à une certaine époque, on pouvait un petit peu, entre guillemets, arrondir les angles sur certaines choses. Maintenant, ça va tellement vite avec les médias, les réseaux. Finalement, toutes les infos, elles arrivent rapidement. Donc les gens sont au courant. Moi, j'ai choisi la transparence. Et le fait d'en parler, ça élimine un petit peu cette interrogation que certains peuvent avoir. Et ça permet finalement que ça soit plus, pas agréable, mais plus facile à vivre. Ouais, c'est ça. Toi, est-ce que tu t'es déjà gravement blessé? Écoute, la plus grosse blessure que j'ai eue, c'était un arrachement inguinal. En gros, je me suis fait coincer le doigt dans une porte par un de mes collègues quand j'étais à la BAC. Et je me suis retrouvé avec l'ongle à la perpendiculaire, ça m'a valu 3 semaines d'arrêt. Donc je suis plutôt chanceux. Et c'est vrai que dans le livre, tu dis qu'un membre de la BRI, il est équipé d'au moins 25 kg de matériel. Est-ce que c'est dur à supporter en mission? Complètement. Alors la tenue d'intervention, c'est la tenue noire, donc c'est vrai qu'elle est assez emblématique. C'est toujours une satisfaction, c'est un aboutissement. C'est symbolique plutôt, voilà, parce que c'est qu'une tenue. Ouais, on fatigue plutôt vite. La course en lourd, je te dis pas que ça se fait pas, mais c'est quand même extrêmement rare et très compliqué. Tu pars déjà avec ton gilet lourd, ton arme principale, le fusil, qui est devenu le fusil d'assaut depuis les événements, parce qu'avant on avait essentiellement en arme principale l'arme de poing et on avait des armes longues dans les colonnes. Mais depuis, comme je te le disais, la police s'est adaptée. Le gilet lourd, ça pèse, dessus tu as les munitions, les chargeurs. Tu peux être amené à porter un bouclier lourd,
qui lui pèse son poids aussi, sans oublier bien sûr le casque lourd. Et l'effraction, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà réalisé? Oui, on fait souvent les effracs le matin, ce qu'on appelle les matinales, pour aller chercher des gens, parce qu'il y a des heures légales à respecter. Et l'idéal, c'est de choper les gens au saut du lit pour pouvoir les interpeller plus facilement. Il y a plusieurs types d'effractions, l'effraction chaude, l'effraction froide. L'effraction chaude, c'est l'explosif. Après, les autres types d'effractions, tu peux les faire au bélier, tu peux les faire avec un rail. Tu sais, c'est un gros bélier finalement qui te permet d'avoir plus d'inertie et d'être porté par plusieurs personnes. Et autrement, on utilise tous quasiment le door rider. C'est un système de vérin hydraulique que tu poses sur la serrure, sa poussée va complètement défoncer la serrure, voire le bâti. La dernière que j'ai faite, je m'en souviens parce que c'était une des plus sympas, je pose le door rider et donc la porte, c'est censé la pousser, ça fait une poussée de 3 tonnes sur le centre de la porte et ça arrache, ça pousse la serrure. Et là, en fait, comme c'était une fondation relativement récente, il y a tout le bâti et tout le mur qui est parti avec. Et la porte, elle s'est couchée et elle est restée attachée finalement par tous les câbles électriques qui pendaient. Donc on n'est pas passé par la porte, on est passé au-dessus de la porte. C'est vrai qu'il y a un moment dans le livre où tu évoques le rôle que jouent les chiens d'attaque. Tu peux envoyer un chien d'attaque sur quelqu'un qui peut être potentiellement armé pour éviter justement d'envoyer des opérateurs. Et donc ils sont formés C'est des chiens d'attaque, ouais, ils sont formés, ils sont dressés. C'est des collègues à 4 pattes. Le but c'est vraiment de réduire au maximum la prise de risque, qu'elle soit pour nous ou autrui bien sûr. Comment on vous entraîne à la BRI à faire face à toutes ces situations de crise qui sont très diverses? Tu as un entraînement qui est régulier et continu. Ce qui est beaucoup pratiqué dans la police, c'est le pied-point. Il y a beaucoup de MMA aussi, donc ça va de la tactique, ça va de l'effraction, il y a du paradropping, il y a du tir de précision, ça c'est nos missions du côté noir, mais au-delà de ça, c'est l'aspect police judiciaire qu'on fait beaucoup. Parce qu'en fait la BRI c'est la double casquette, c'est pas que l'intervention. Une des autres appellations de la BRI c'est l'anti-gang. Donc c'est lutter contre le grand banditisme. Ça va être surveiller des criminels, les filocher jusqu'à les interpeller en flagrant délit ou légèrement différés. Mais c'est vrai que la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique. Tout à fait. Parce que tu t'entraînes physiquement, tu te prépares techniquement et finalement, qu'est-ce qui gère l'ensemble? C'est le mental. Alors dans la police, on a les techniques d'optimisation du potentiel. Moi j'ai découvert ça il y a un peu plus de 10 ans au RAID. Ils ont été les précurseurs là-dedans et ça a commencé de fil en aiguille, notamment après 2015, à se développer pour tout l'ensemble de la police nationale. Et c'est une bonne chose parce que finalement ça permet aux collègues de terrain d'avoir différents types de techniques pour apprendre à se réguler, à se dynamiser quand il faut, à comprendre les mécanismes du sommeil, de la motivation, de la gestion du stress. Et ça leur permet finalement d'avoir plus d'outils, si je puis dire, pour pouvoir affronter le quotidien. À 47 ans, Philippe s'est lancé un nouveau défi, une dernière mission, écrire un roman, Les Formes de l'ombre, qui montre qu'au sein de cette unité, on forme un groupe uni et solidaire. L'idée du bouquin, c'était de quelque chose d'assez laudatif pour les opérateurs, de mettre les opérateurs en avant et surtout de montrer leur quotidien, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie familiale. L'ambiance de groupe en fait, c'est l'ambiance qu'on retrouve finalement dans tous les services de la police nationale parce qu'on a quand même beaucoup d'humour, on va pas se le cacher. On passe quasiment autant de temps en groupe qu'en famille. L'image qu'on reflète, moi je la trouve plutôt positive. Moi je pense qu'on a une belle police qui n'est pas forcément appréciée comme elle devrait l'être. Il faut pas oublier une chose, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, ceux qui viennent aider les gens, c'est essentiellement les policiers, bien sûr les pompiers, tous les services de secours. La société a changé, les choses ont changé, et on s'adapte, on fait comme on peut avec les moyens du bord, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et la population a changé aussi. Il y en a beaucoup qui sont costauds, mais toi c'est vrai que tu prouves le contraire en montrant qu'on peut bien faire partie de la BRI et pas forcément être le plus costaud, le plus baraque. Comment je dois prendre ça du Non mais je sais qu'il va y avoir des sélections bientôt en fin d'année. On recherche des profils différents. Pourquoi? Comme on a une grosse phase police judiciaire où on est censé finalement se fondre dans la population ou dans le décor, il faut des grands, il faut des petits, il faut des un peu plus costauds, un peu plus minces. Mais ça va toujours dépendre finalement des facultés, des capacités d'adaptation qu'on recherchait chez les collègues. Il faut qu'on soit des caméléons, il faut qu'on se fonde dans le décor. Faire 2 mètres et arriver à te faire tout petit, à passer nickel dans la foule, tu sais, dans le nombre, et finalement faire mon gabarit, et pas avoir une attitude naturelle et te faire lever tout de suite par le client que tu suis. Quelle est la place des femmes dans ce milieu? Alors c'est vrai qu'au niveau des groupes d'intervention, il n'y a pas un pourcentage élevé de femmes. Déjà peut-être qu'elles se présentent moins aux sélections et pourtant c'est important d'avoir des femmes aussi dans ce type d'unité. Dans le mode de recrutement, l'équité est de mise. On ne va pas avantager l'un ou l'autre. Quand j'étais à la brigade d'intervention, il y a une collègue, je crois qu'elle était en bac. Elle boxait bien, elle était physique, elle s'entraînait, elle a passé les tests de la BRI nationale et elle avait fini major promotion devant tous les mecs. Pourquoi? Parce qu'elle était polyvalente, elle s'était entraînée. Est-ce que tu as vu un collègue à toi que tu as trouvé vraiment excellent, quelqu'un qui sortait du lot, quoi?
Ouais, il y en a beaucoup. Jouant en police judiciaire, on a des chasseurs super expérimentés. Je dis chasseur, c'est vraiment le collègue qui va avoir une passion pour la thématique, tu vois, qui va constamment être en train de glaner des informations, aller dans les commissariats, aller au contact des collègues, trouver des véhicules, faire les parkings, enfin faire différents types de recherches parce que ça leur plaît. Et ces gens-là, ils sont tellement passionnés qu'ils amènent des superbes affaires. Après, au niveau sportif, c'est pareil. Il y a des copains, c'est des machines de guerre. Ce sont en course, en musculation et en parallèle, ça ne les empêche pas d'être de super poulets. Est-ce que tu as une citation pour finir? La citation de la BRI, c'est Per verbum, per gladum, par le glaive, par l'épée. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur cette unité d'élite, je vous encourage à acheter son livre. J'ai mis le lien en description. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et n'oubliez pas, le Chotio revient le mois prochain.